Nous y voilà. Vous êtes ici, présents et présentes, et vous n'imaginez pas à quel point cela nous soulage. Lorsque nous avons accepté le défi de vous réunir, il y a tout juste un an, choisir rapidement une thématique était cruciale. La question de la santé mentale s'est imposée à nous, à la fois avec enthousiasme et appréhension. Nous savions que ce sujet allait interroger notre identité professionnelle et susciter des réflexions profondes. Les débats autour de cette thématique peuvent être vifs entre nous, et nous l'avons expérimenté au sein même de notre comité d'organisation lors de la sélection des intervenants. Mais vous avez répondu présente et présent au-delà de nos espérances, transformant nos inquiétudes en un élan collectif formidable. Cette thématique nous anime d'autant plus qu'elle est en résonance avec les données d'enquête récentes. En 2023, Santé publique France a révélé une dégradation de la santé mentale des Français, en particulier des jeunes âgés de 11 à 24 ans. Parallèlement, les préoccupations concernant le bien-être des élèves dans notre système éducatif ne cessent de croître. Les luttes contre le harcèlement et les discriminations font l'objet de campagnes régulières, illustrant cette volonté politique. Vous le constatez sans doute dans vos établissements, la promotion de la santé devient une priorité pour l'école, notamment avec le développement du label EduSanté. Les compétences psychosociales sont désormais considérées comme le socle fondamental de la prévention et de la promotion de la santé en milieu scolaire. Il est donc évident que l'école doit s'engager à favoriser le bien-être de ses élèves et à promouvoir leur santé mentale. Mais comment œuvrer collectivement en ce sens, en tant que personnel de direction, éducateurs, enseignants, accompagnants des élèves en situation de handicap, familles et psychologues de l'éducation nationale, tout en respectant notre place respective. Comment préserver notre cadre d'intervention face à la pénurie de personnel éducatif, médicaux et sociaux dans nos établissements scolaires? Si l'association entre santé mentale et parcours scolaire n'est pas nouvelle, elle soulève de nouvelles interrogations au sein de notre profession. Dans les établissements, bien que les psy-EN soient sollicités de manière variée sur cette dimension, ils et elles sont de plus en plus confrontés à la détresse des élèves, des jeunes en mal d'avenir, victimes de harcèlement ou confrontés ou éprouvant des burn-out et des phobies scolaires. Les enjeux liés au sens de l'école, au choix d'orientation précoce et à la pression de réussite ressentie par les élèves et leurs parents sont étroitement liés aux questions de santé mentale. Et ils sont souvent à l'origine des témoignages de détresse que nous accueillons au quotidien. Je continue encore un peu et après, je vous promets, je vous libère. Nous sommes souvent pris entre les représentations des uns et des autres à propos de nos missions, que l'on souhaite parfois nous imposer, et les rôles que nous choisissons. Lutter ou accepter d'être cantonné à un rôle? Flirter avec les frontières de la santé? Les psy-EN s'interrogent souvent sur leur capacité à recevoir le flot de mal-être des élèves et s'inquiètent de voir leurs pratiques mises sous tutelle de la médecine scolaire. Alors comment faire reconnaître leur approche singulière et complexe de l'adolescent? Est-ce que la reconnaissance de la santé psychologique au sein de l'éducation nationale, est-ce que c'est par la reconnaissance de la santé psychologique au sein de l'éducation nationale qu'ils y parviendront? Comment les psy-EN contribuent-ils à l'identification des signes de détresse des élèves? Et dans quelle mesure? Ont-ils un rôle de facilitateur face à l'errance diagnostique d'un nombre croissant de jeunes? Et enfin, n'est-il pas essentiel de penser conjointement la santé mentale à l'école, mais aussi le soutien des personnels qui font face à cette réalité? Car accueillir la détresse peut avoir des effets non négligeables sur la vie psychique de ceux qui écoutent. Ces questions se frayeront un chemin au fil de ces trois prochains jours. Nous avons souhaité créer pour vous des espaces où les conflits d'idées sont non seulement acceptés, mais encouragés. Faire naître de la conflictualité, c'est encourager le travail de pensée, où les idées se forment en s'entrechoquant et en se modelant au contact des autres. Nous vous invitons à accepter parfois, à résister d'autres fois, mais surtout à profiter de ces journées pour vous retrouver, échanger et affiner votre esprit critique
et vous outiller dans l'accompagnement des élèves, des familles et des équipes éducatives. Nous sommes ravis de vous accueillir ici, à La Rochelle, belle et rebelle, et nous vous remercions d'être venus jusqu'à notre porte Océane. Je voudrais vous remercier aussi également, je voudrais vraiment exprimer toute notre gratitude aux personnes, exprimer notre gratitude envers les personnes et les institutions qui ont contribué à la réalisation de ces journées. Donc je remercie la ville de La Rochelle, représentée aujourd'hui par monsieur Marc Meignier, qui est ici, conseiller communautaire délégué à la communauté d'agglomération, ainsi que l'équipe des agents de service des salles municipales pour leur accompagnement tout au long de l'organisation de cet événement. Je tiens à remercier le rectorat de l'Académie de Poitiers, représenté ce matin par monsieur le directeur académique, monsieur Tamen, Madi Tamen, directeur académique donc, des services de l'éducation nationale de Charente-Maritime. Votre présence est un honneur pour nous. Je voulais aussi, nos remerciements vont également aux équipes de direction des établissements scolaires, en particulier à madame Legras, proviseur du lycée Jean Dauté, ainsi qu'à ses adjoints, qui ont répondu à notre demande en urgence, avant les congés d'été, de réunir 200 congressistes supplémentaires. Je vous salue, ceux qui nous écoutent, salle Charline Picon du lycée Dauté, nous vous saluons. On se retrouve très bientôt pour les ateliers le jeudi et à l'espace Encan le vendredi. Voilà. Un grand merci aux élèves et enseignantes du lycée agroviticole Le Renaudin, qui vous a permis de déguster leur production hier, pour ceux qui étaient au cocktail, de Saint-Germain de Lusignan, et du lycée professionnel Pierre Doriol de La Rochelle, qui préparera notre cocktail à la soirée festive, cocktail dînatoire à la soirée festive. Pendant les pauses, vous aurez l'occasion de déguster les gourmandises confectionnées par l'ENILIA, le lycée agricole de Surgères, qui a mis beaucoup de soin à préparer brioches et autres biscuits. Et voilà, je souhaite également remercier Maïwen Filippo, qui était donc étudiante en 2e année de BTS et que nous avons eu l'occasion d'accompagner et qui nous a accompagnés aussi pendant 6 semaines de stage. Elle a réalisé nos livrets nos livrets de communication. Donc, on la remercie beaucoup, Maïwen. Et elle a validé son année après ce stage, donc on était très fiers et contents pour elle. Et voilà, et nous adressons bien sûr nos plus vifs remerciements à La Rochelle Université, partenaire de notre événement dès les premières heures, représenté aujourd'hui par monsieur Manson, vice-président formation et vie universitaire. Et nous aurons également le plaisir d'entendre tout à l'heure madame Alexandre Bailly, directrice générale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, qui s'exprimera à distance. J'ai bientôt fini, je vous promets. Nos sincères remerciements vont aussi à nos partenaires que vous rencontrerez ces prochains jours. Vous aurez aussi la librairie Calligramme qui sera présente à l'espace Encan vendredi toute la journée, si vous voulez vous procurer les livres de nos intervenants et conférenciers. Un grand merci à Catherine Fay, directrice du CIO de La Rochelle, pour ses conseils et son soutien dès le début de cette aventure. Merci Catherine. Et bien sûr, merci infiniment aux membres du conseil d'administration de la PSIEN qui nous ont encouragés, qui nous ont encouragés à rassembler les congressistes au mois de septembre entre le Festival de la Fiction, qui réunit 55 000 visiteurs à peu près, et le Grand Pavois, juste après, qui réunit plus de 70 000 visiteurs. Donc, on est fiers, on est 500, on lutte, mais on est costaud. Mais on est là. Donc, voilà, c'est super qu'on ait réussi à vous réunir sur cette petite fenêtre comme ça de tir. Voilà, puis enfin, je termine en remerciant mes collègues du CIO de La Rochelle pour leur soutien jusqu'au dernier moment. Et bien sûr, notre fabuleuse équipe du comité d'organisation qui a accepté de se lancer dans ce projet un peu fou. Amélie, Julie, Laurence, Philippe, Quentin et Stéphanie, nous avons exploré ensemble toutes les facettes de l'anxiété. Mais ce fut avant tout une aventure exaltante. Chers collègues, je vous souhaite de vivre de très belles et enrichissantes 72e journées nationales d'études. Et je vais maintenant céder la parole à monsieur Meignier, conseiller communautaire, délégué à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Merci à vous.
Merci Madame pour votre présentation. Vous avez quasiment tout dit, donc je serai assez bref. Et je ne vais surtout pas retarder les conférences qui sont l'élément majeur de la journée. Je salue cependant, moi aussi, Monsieur le vice-président de La Rochelle Université, Madame la directrice de l'ONICEP, qui je crois est en visio, Monsieur le directeur académique à mes côtés, bien sûr, Madame la présidente de la PSIEN France, Sylvie Amici. Et je vous salue tous, mesdames et messieurs, chers congressistes. La ville de La Rochelle est très heureuse d'accueillir cette 17e journée nationale d'études de l'Association des psychologues et de psychologie dans l'éducation nationale. Et j'avoue que je suis moi-même très honoré aujourd'hui de représenter le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine. Alors je suis élu effectivement à la communauté d'agglomération de La Rochelle, où je suis en charge des questions de santé publique. C'est ce qui explique aussi ma présence ici. Et je suis maire de la ville de Nieul-sur-Mer. La santé mentale, c'est un enjeu majeur de santé publique, et nous en avons d'ailleurs fait sur notre territoire un des 4 axes de notre contrat local de santé, avec l'accès aux soins, la prévention et la santé environnementale. C'est un phénomène assez nouveau en France. Jusqu'à présent, les contrats locaux de santé étaient des contrats qui étaient passés entre des grandes agglomérations et l'État, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé. Depuis 2-3 ans, on va dire, il y a une volonté nationale, mais dont nous sommes peut-être des précurseurs ici à La Rochelle, une volonté nationale d'élargir ces contrats locaux de santé à tout un territoire. En effet, pourquoi les maintenir uniquement à des grandes villes ou moyennes villes qui ont déjà toutes les infrastructures de la santé? Donc nous avons voulu élargir ce contrat local de santé aux 28 communes de la CDA de La Rochelle, et la santé mentale en est un axe majeur, bien sûr. L'école, le collège constituent un des déterminants essentiels de cette santé mentale, au même titre que la famille. Et la création d'un environnement scolaire favorable au bien-être psychologique des élèves est évidemment fondamentale. Les jeunes ont des besoins qui sont spécifiques à leur âge, vous le savez mieux que moi. On doit leur permettre de développer une estime de soi, d'améliorer leurs relations aux autres, d'être en sécurité et d'évoluer dans un environnement qui est respectueux de leurs droits. C'est vrai que ces questions-là sont devenues de nos jours des questions très importantes. Les conférences qui sont au programme de cette journée, que j'ai vues j'ai parcouru le programme, vont traiter de ces questions et bien d'autres avec des intervenants de grande qualité. Pour ma part, en tant que médecin et en tant qu'élu de la République, je vous remercie sincèrement pour votre action quotidienne au service des jeunes. Votre rôle est essentiel car il contribue au sein d'une équipe, car c'est un travail d'équipe, au bon développement psychosocial des élèves, à leur réussite scolaire et à leur intégration dans la société. Donc merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Magnier. Oui, alors je vais laisser on va laisser la parole maintenant à Monsieur Manson. On va vous laisser la parole. Donc, je vais vous passer le micro. Oui. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, merci de votre accueil. Je suis Stéphane Manson, professeur de droit public à La Rochelle Université et vice-président en charge de la formation et de la vie universitaire. Je suis très heureux d'être là et je trouve que non seulement le choix de La Rochelle est vraiment un excellent choix, il n'y a pas à choisir mieux, mais je trouve que c'est aussi une excellente idée d'avoir associé l'université de ce territoire, La Rochelle Université, alors j'ai oublié de vous dire que je serai bref, mais enfin quand un universitaire vous dit qu'il sera bref, il faut évidemment toujours se méfier, qui n'est pas une université comme les autres, ne serait-ce que parce qu'elle est de dimension très modeste. On est une université avec 8000 étudiants, ce qui, vous le savez, dans le paysage universitaire est plutôt un petit établissement, mais qui a vocation à le rester. Et donc, cette dimension relativement restreinte nous permet, pour le volet formation, sur le volet recherche, nous cultivons aussi une spécificité de spécialisation de la recherche dans les
dans l'étude des questions environnementales sur le littoral, mais pour la formation en tout cas, ces dimensions restreintes nous permettent, et c'est vraiment l'une de nos marques de fabrique, l'université a 30 ans, hein, elle est relativement jeune, de cultiver vraiment la proximité la plus forte possible avec nos étudiants. Alors je sais que nous allons vous accueillir demain après-midi, me semble-t-il, pour quelques ateliers. Simplement deux, trois choses très brèves, hein, à vous dire. La première, c'est que du côté du collège, du lycée, etc., il y a des choses essentielles qui se passent, mais nous n'oublions pas, nous, du côté de l'enseignement supérieur universitaire, d'essayer, autant que nous le pouvons, de prendre le relais par rapport au travail que vous accomplissez. Et donc, de ce point de vue, mais je pense que là j'enfonce des portes ouvertes, évidemment la pandémie a eu des répercussions terribles que beaucoup d'étudiants payent encore au demeurant, mais nous a aussi servi de leçon. Et de ce point de vue, La Rochelle Université a mis en place un certain nombre de dispositifs, alors soit toute seule comme une grande avec les quelques moyens dont elle dispose. L'enseignement supérieur en France n'a jamais été une priorité, mais c'est ainsi, mais aussi avec l'aide de nombreux partenaires, de collectivités, de l'État, etc. Je pense en particulier à la liaison qu'on a coutume d'appeler, vous savez, -3+3, la liaison lycée-université. Alors là, on cultive vraiment un réseau très fort, un réseau local très fort avec les lycées. Madame le proviseur, moi j'en suis vraiment très heureux, et ça fonctionne ici beaucoup mieux que dans bien d'autres universités, avec des journées d'immersion, des semaines parfois d'immersion de lycéens à l'université pour essayer de dédramatiser ce passage important. On cultive également un système, si vous voulez, d'entretien particulier, d'orientation tout au long des 3 premières années de licence, enfin des 3 années de licence, avec un suivi vraiment très proche. Chaque étudiant, chaque néo-arrivant dispose de la possibilité de passer un entretien particulier avec nos équipes pédagogiques, et puis avec les équipes de la direction de l'orientation et de l'insertion. Et je salue Sandra qui est là et je la remercie. Et puis, au-delà, on a évidemment... alors là, c'est une volonté très forte de la part de l'établissement. On dispose d'un service de santé universitaire qui, au regard, encore une fois, des dimensions modestes de l'établissement, est tout à fait, et de dimension, lui, tout à fait exceptionnelle. C'est-à-dire que nous bénéficions à La Rochelle Université d'un pôle santé physique, santé psychologique, santé mentale, aide sociale, etc., que de nombreuses communes françaises n'ont pas, dont de nombreuses communes françaises ne disposent pas pour nos 8000 étudiants et au-delà pour l'ensemble des étudiants du territoire. Donc voilà, pour conclure, je vous souhaite vraiment 3 jours, enfin j'allais dire merveilleux, non, 3 jours au moins intensifs et enrichissants, ce sera déjà pas mal. Et merci encore de vous être associé à La Rochelle Université. Bonne journée, merci. Merci beaucoup, Monsieur Manson. À travers vous aussi, nous voulons vraiment remercier toutes les équipes de La Rochelle Université qui ont travaillé, mais vraiment qui ne nous ont jamais lâchés et qui sont à pied d'œuvre pour vous proposer une conférence et des ateliers les mieux organisés possibles. Donc, merci beaucoup, en effet, Sandra. Je pourrais remercier encore Amandine Courtadon et toute l'équipe. Je vais maintenant vous remercier encore et je vais passer la parole à Monsieur le directeur académique, Monsieur Madi Tamen. Merci. Vous m'entendez? Oui, Madame la commissaire, Madame la présidente de la PSIEN, Monsieur le conseiller communautaire et Monsieur le maire, Monsieur le vice-président de l'université, Madame la directrice de l'ONICEP, chers collègues, bonjour, bienvenue dans l'Académie de Poitiers pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue à La Rochelle. C'est vraiment pour l'Académie de Poitiers un honneur de vous accueillir ici, dans cette belle ville de La Rochelle. Évidemment, santé mentale et bien-être à l'école sont indissociables. Cependant, la santé mentale à l'école a tendance à être réduite parfois dans les échanges à un sujet, une question médicalisée. Il y a donc vraiment nécessité de travailler toutes et tous ensemble, tous les membres de la communauté éducative, vous l'avez dit les uns et les autres, pour faire agir la complémentarité des regards
qui est un facteur d'accompagnement vers le bien-être à l'école, sujet absolument central. C'est un bien-être de l'enfant, pour être encore plus global, qui grandit dans un monde parfois insécure. L'école doit comprendre, sans perdre de vue ses objectifs. Ce congrès vise vraiment à éclaircir ce travail communautaire en faisant le point sur l'accompagnement des psychologues de l'éducation nationale, agir tout en gardant la place qui est la leur, puisque vous êtes psychologues, mais aussi des spécialistes d'éducation, de développement et de conseil en orientation scolaire et professionnelle. Donc plutôt que de vous parler de santé mentale, vous allez le faire pendant 3 jours bien mieux que moi. Je voulais plutôt vous parler de vous et évoquer votre positionnement dans le système éducatif. Pour reprendre la théorie du sociologue Jean Foucard, vous êtes un peu dans l'entre-deux. Cette idée d'entre-deux est caractéristique de la pensée d'un philosophe allemand, Simmel, qui dit que l'homme contemporain est confronté à une difficulté de vivre dans un monde parfois dépourvu de fondements solides et stables. Il doit donc s'adapter dans les idées d'instabilité, de multiplicité, de métamorphose. Et on voit bien que cette époque est ainsi faite et que les élèves grandissent dans ce monde parfois incertain, en tout cas très flexible. Il faut sans cesse inventer des solutions flottantes, mobiles, plurielles, pourrait-on dire. Et dans ce contexte, l'homme avec un grand H doit faire preuve de créativité, d'imagination, et notamment essayer de construire, parfois de bricoler. L'enjeu majeur pour le sociologue et le philosophe que j'ai cité, pour les individus en régime de ce qui est caractérisé comme une fluidité sociale, n'est plus de s'arracher aux traditions, aux rigidités, mais plutôt de construire dans des situations de semi-incertitude, donc ce concept d'entre-deux. Et dans l'entre-deux, on peut dire qu'il y a véritablement des intervalles, des passages. Et il ne s'agit plus d'opposer frontalement des domaines comme la théorie et la pratique, ou bien le rural et l'urbain, pour les citer, mais de trouver des interstices, des passages, des entre-deux. Et telle est la beauté de cette complexité-là, et telle est la beauté de l'entre-deux de votre métier, être psychologue spécialiste du développement, de la psychologie, de ces questions de santé mentale, mais aussi conseil en orientation. Bref, inventer des solutions, des passages, des voies d'avenir pour tout élève. Cette mission magnifique vous honore, et vraiment, dans cet entre-deux, nous avons besoin de vous. Ça nécessite évidemment pour vous, dans votre positionnement professionnel, beaucoup de compétences, de dextérité, de réflexion, d'engagement, car bien-être et santé mentale découlent de la qualité et de l'accompagnement d'un parcours scolaire réfléchi, construit, rassurant, à l'époque où, pour les adolescents, les choix d'orientation sont de plus en plus précoces et même demandés, soit par eux-mêmes, soit par l'écosystème, la famille, tous les prescripteurs, une forme de pression à la réussite, à l'orientation est demandée, et tout cela nécessite d'autant plus d'accompagnement par vous-même et par toutes les équipes. Un mot sur l'académie pour vous dire que le travail conjoint dans l'élaboration des formations du groupe qu'on appelle du groupe Continuum, c'est-à-dire Bac-5 et Bac+3. Également tout l'accompagnement qui est fait à l'orientation pour les enseignants, je pense aux professeurs principaux, aux responsables de toutes les structures, en lien avec les directeurs de CIO, et tout le travail qui est fait avec les formateurs démontre que l'académie est bien engagée dans cette réflexion, dans ce travail. Elle est également engagée dans divers groupes de travail avec les psy-EN qui réfléchissent et tentent de répondre au mieux à toutes les problématiques. Bref, vous le voyez, notre académie est très soucieuse de pouvoir vous accompagner, être présente sur toutes ces questions, ce conseil, ce soutien qu'on peut apporter aux équipes, et peut-être vous dire aussi en exclusivité que l'académie, et en particulier le département de Charente-Maritime et le secteur de Rochefort, pour être encore plus précis, dans l'infradépartemental, ont été sélectionnés par le ministère pour participer à un grand projet de la Commission européenne piloté par l'UNESCO sur la question de la santé mentale. Donc 3 départements, la Marne, la Haute-Garonne
et la Charente-Maritime vont participer à ce projet. Nous sommes réunis le 4 octobre à l'UNESCO. Donc, vous voyez, ce sera plein phare sur la santé mentale aussi dans le département, en lien avec l'Europe et l'UNESCO. On en est très fiers. Donc, à nouveau, bon congrès de la part du recteur par intérim, de la part de toute l'Académie de Poitiers. Bons travaux à toutes et tous, et encore un grand merci pour toute votre action très précieuse au quotidien. Merci beaucoup, monsieur le directeur académique. Et donc, nous allons maintenant écouter madame Alexandre Bailly, donc, qui est en distanciel et qui nous écoute, qui écoute les interventions. Bonjour, madame Alexandre Bailly. Bienvenue. Bonjour à tous et à tous. Vous m'entendez bien? On vous entend un peu faiblement. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de son? Alors, j'essaye. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, on vous m'entend. Ne vous inquiétez pas, Bon. madame Alexandre Bailly, on monte le son de notre côté. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez. Je parle plus fort. C'est un véritable plaisir de pouvoir vous parler en direct. Je crois que l'année dernière, j'avais envoyé un film. L'année d'avant, j'étais avec vous. J'espère que l'année prochaine, je serai de nouveau avec vous. Je trouve que ces journées nationales d'études sont des moments exceptionnels pour prendre le temps de se rencontrer, de réfléchir à nos pratiques. J'ai beaucoup de plaisir aussi à parler après monsieur le directeur académique et cette remontée vers des grands auteurs et vers Georg Simmel en particulier. Je crois en effet que la thématique de votre congrès, de vos journées de cette année est extrêmement importante aujourd'hui. Et on a vu ces dernières années avec la façon exceptionnelle dont les psychologues de l'éducation nationale sont venus vraiment accompagner les élèves en détresse au moment notamment de la crise sanitaire. On a vu à quel point ce sujet de la santé mentale était enfin en train d'émerger dans les consciences. Malheureusement, à l'occasion d'une aggravation de la situation pour les jeunes, mais néanmoins, c'est un sujet qui a toujours été présent, mais qui n'était pas tellement à l'esprit de l'ensemble des responsables. Il y a évidemment, et vous l'avez déjà souligné à plusieurs reprises, un lien très fort dans les deux valences de vos fonctions entre la santé mentale et l'orientation. Je voudrais revenir très brièvement là-dessus pour ne pas vous prendre trop de temps avant de vous donner quelques éléments concernant l'ONICEP. Il y a la question, effectivement, pour les jeunes, de la pression énorme qui est posée sur eux pour être capable de répondre à des moments de choix dans un univers totalement incertain, non seulement incertain d'un point de vue scolaire, du point de vue, si on parle juste du continuum, du point de vue de l'impact d'une décision faite en troisième ou en seconde sur les moments d'affectation à l'université, par exemple. Il y a cette incertitude-là, mais il y a aussi une incertitude extrêmement profonde qui pèse sur l'avenir de la planète et qui, parfois, vient interpeller les jeunes sur l'absurdité de certains choix et l'absurdité aussi de certaines pratiques éducatives qui ne prennent pas en compte cette inquiétude et cette angoisse qu'on peut avoir par rapport à ce que la société est en train de produire et de reproduire, et parfois un refus de participer à ce qu'ils considèrent comme étant destructif. C'est aussi le lien entre la santé mentale et la question de l'orientation, c'est aussi tout le rôle que vous avez par rapport à la prise en compte des troubles des apprentissages et sur l'avenir des jeunes qui ont des troubles des apprentissages, où ça commence à être à peu près bien pris en compte au niveau du lycée, mais dans les transitions, ça devient extrêmement compliqué, et dans le passage à l'âge adulte en particulier, il y a parfois une grande difficulté pour les jeunes qui ont subi des troubles des apprentissages, qui ont eu quelques adaptations, de reprendre ces adaptations à leur compte et de venir en parler à l'université.
Et par rapport à ça, tous les travaux qui sont menés sur le continuum et sur le lien effectivement exemplaire en ce qui concerne l'Université de La Rochelle entre le lycée et l'enseignement supérieur, c'est vraiment quelque chose de très important dans lequel le lien qui peut exister entre les psychologues de l'éducation nationale et ceux qui sont dans les services universitaires d'accompagnement à l'orientation. Et je sais pour avoir visité celui de l'Université de La Rochelle à quel point c'est un service clé et important et qui accueille beaucoup d'étudiants. Je trouve que le lien entre les CIO et les SCUIO est aussi un lien important dans le continuum. Donc j'aurais beaucoup aimé être là avec vous aujourd'hui pour pouvoir partager sur ces éléments. Malheureusement, j'avais des obligations hier qui m'empêchaient d'être là suffisamment tôt ce matin. Et je voulais profiter de ce moment un peu traditionnel avec vous pour vous donner quelques nouvelles de la plateforme à venir dont je vous ai parlé les années précédentes et qui ouvre cette année au retour des vacances de la Toussaint. Pour vous dire que comme on l'avait évoqué, il y a eu pour la plateforme un travail qui a été mené avec 20 directeurs de CIO et 160 psychologues de l'éducation nationale, répartis sur tout le territoire, non seulement le territoire métropolitain, mais également dans des académies d'outre-mer. Il y a eu 10 visioconférences en octobre et novembre 2023 qui ont permis d'interroger les psychologues de l'éducation nationale et les directeurs de CIO sur leurs besoins spécifiques vis-à-vis de cette plateforme par rapport aux maquettes qu'on était en train d'inventer. Et au retour des vacances de la Toussaint, l'interface des psychologues de l'éducation nationale sera dans un premier temps la même que celle des enseignants, mais une interface spécifique est prévue pour mars 2025 suite à ces éléments et à la phase de test de la plateforme à laquelle un grand nombre de CIO ont participé. Il y a eu déjà 4 phases de test, il y en a une 5e qui ouvre là fin septembre. Et donc on espère vraiment que cette plateforme apportera ce qui sera utile aux élèves, aux enseignants, mais aussi aux psychologues de l'éducation nationale pour simplifier l'accompagnement et pour rendre les choses plus simples et pour redonner un peu de sens par rapport à ces histoires de doute, de manque de sens, de pression, avec, je vous le rappelle, un appui très très fort conceptuellement dans ce qui sous-tend la plateforme sur le fait d'incapaciter le jeune pour lui donner des éléments progressivement qui lui permettent de ne pas se sentir sous pression au moment des choix et pour lui permettre d'avoir une meilleure compréhension et connaissance de ce qui est attendu, de la façon dont ça fonctionne et de la façon dont il pourra naviguer dans un système qui est, on l'a dit à plusieurs reprises, incertain. Je ne veux absolument pas venir ici sur les aspects techniques. Les aspects techniques de la plateforme doivent être complètement effacés au profit de la simplicité et de l'impact qu'on recherche, qui est de lutter profondément contre les déterminismes qui s'ajoutent aux déterminismes et qui font que il y a souvent des doubles, voire des triples peines quand on est déjà issu de milieux défavorisés, quand on est issu de milieux qui sont éloignés des cibles de formation qu'on vise et qu'on arrive à des situations d'autocensure, souvent par manque d'information, mais aussi par manque d'éducation. Donc, à venir, c'est vraiment apporter l'éducation à l'orientation pour tous et simplifier la vie des accompagnateurs. Et donc, je me réjouis de la fécondité des travaux que nous avons eus avec les psychologues de l'éducation nationale qui ont participé aux premières phases. Si certains d'entre vous ont envie de participer aux tests qui vont encore avoir lieu avant l'ouverture de la plateforme et au début de son ouverture, vous pouvez vous adresser à votre directeur territorial de l'ONICEP ou à Jean-François Castel, qui est directeur territorial de Nantes et qui est vice-président de l'association des psychologues de l'éducation nationale, et on vous répondra avec le plus grand intérêt et le plus grand plaisir.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite d'excellentes journées nationales d'études. J'espère pouvoir avoir des échos de ce que vous aurez pu échanger et des conférences auxquelles vous avez assisté. Et je vous laisse continuer votre journée. Merci à toutes et tous. Je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions tous et toutes beaucoup, Madame Alexandre Bailly. Et je vais maintenant donc laisser la parole à la présidente de la PSIEN, Sylvia Missy. Je vous laisse l'écouter. Merci Ève. Merci Monsieur Meignet. Merci Monsieur Manson. Merci Monsieur Tamen. Voilà, vous êtes présents, en sachant qu'on est dans un temps et une époque où il y a beaucoup de places vides un peu partout. Donc merci d'être là et de tenir le cap. On ne va pas se priver de faire des métaphores, comment dire ça, maritines. Voilà. Donc en tout cas, merci au chef d'établissement, à la directrice du CO de La Rochelle, et merci à vous toutes et tous d'être là. Alors en réfléchissant à ce discours d'ouverture, bien sûr que j'avais plein trop d'idées. Ève a dit beaucoup de choses de manière très habile, fine et subtile. Vos discours se sont bien complétés. Donc je vais peut-être prendre une autre tonalité pour mon discours. Vous parlez d'abord de la rencontre que ça a été avec une ville, avec une équipe, avec des collègues, qu'il s'est passé plein de belles choses, des tensions, de l'anxiété, des questionnements, des erreurs, des collègues qui envoyaient des mails parce qu'ils ne savaient pas où ils devaient aller aujourd'hui. Voilà, il faut savoir qu'on est bénévole et qu'on fait tout ça en plus de notre activité professionnelle, en plus de nos activités familiales et de toutes les autres activités qu'on aime bien faire. Donc, merci d'être au rendez-vous. Et puis, en fait, si je vous dis ça, ce n'est pas pour se plaindre, c'est juste que c'est la vie. C'est comme ça, la vie. Avec des hauts, des bas, des inquiétudes, des épreuves, des empêchements. Donc, du coup, je me suis dit, est-ce qu'un discours d'ouverture, finalement, est-ce qu'un discours d'ouverture contribue ou pas à la santé mentale ? Ce qu'on vient de faire. Est-ce qu'être dans un cadre aussi beau, entouré de matières naturelles, de bois, de pierres, d'histoire. On a vu hier, on en discutait avec Monsieur Meignet, la magnifique salle de réception de la mairie. On se disait, mais ça fait du bien. Un endroit qui est beau, qui est accueillant, où on peut discuter, on peut prendre du temps. Ça fait du bien. Est-ce que avoir des équipes au complet, depuis le rectorat jusque dans les salles de classe, et bien sûr en passant par les CIO, ça contribue ou pas à notre santé mentale ? Non, mais à celle de Monsieur le Dazen aussi, hein, je pense à lui. Est-ce qu'avoir un bureau personnel ou pas de bureau du tout ? Donc là, je vous invite à lire, j'écris un petit article sur mes changements de bureau successifs. À chaque fois, je suis très bien logée, mais je suis constamment délogée. Ça s'analyse. Est-ce que être scolarisé ou ne pas être scolarisé du tout, être dans l'attente, dans l'incertitude, avoir des parents qui s'inquiètent de vous voir toute la journée, mais va au collège d'à côté, va au lycée, va voir s'il y a une place. Je ne comprends pas, tes copains, eux, ils sont à l'école. Ou l'élève qui arrive de l'étranger, qui arrive d'un territoire en guerre, qui a traversé de multiples épreuves, qui est tout juste en train d'apprendre la langue et qui va parfois attendre plusieurs mois avant de pouvoir rentrer dans l'école française. Est-ce que c'est de la santé mentale ou pas ? Je n'ai pas fini, malheureusement. Est-ce que, je pense aux milliers d'élèves, hein, je le dis ici, et quand je dis milliers, aux milliers d'élèves qui ont 14 ans, de niveau 3e, qui n'ont pas de place et qui sont en attente d'affectation dans des lycées, dans des sections où parfois ils ont travaillé le projet, pas toujours, mais ils peuvent avoir le projet d'être avec leurs copains, c'est déjà un projet. Est-ce que c'est de la santé mentale ou pas, ces questions qui souvent sont examinées comme appelées affectation ?
est-ce que être non affecté, c'est de la santé mentale ou pas? Est-ce que les conférences qu'on va vous proposer vont contribuer à votre santé mentale? C'est une question que je me suis posée. Ève m'a appelée et m'a dit mais on va peut-être leur donner le mal de mer en les baladant comme ça sur différents référents tertiaires théoriques, sur des gens qui disent oui, des gens qui disent non, des gens qui disent peut-être. J'ai dit ils auront le mal de mer. Ça s'analyse. Est-ce que perdre du temps ici, alors je mesure ce que je dis quand je dis perdre du temps ici, pour se voir, parler entre collègues, prendre un café, se retrouver et bien sûr écouter des conférences, c'est bon ou pas pour la santé mentale et pour la santé mentale de l'éducation nationale. Là, je pense à tous les collègues qui ont eu beaucoup de difficultés à ce que soit compris ce qu'ils faisaient en venant s'auto-former à leurs frais ici. Je pense aux collègues de Polynésie qui ont fait le voyage depuis la Polynésie. Je pense aux collègues de Guyane. Je pense aussi aux collègues de Nouvelle-Calédonie qui nous verront en vidéo. Et j'ai une pensée particulière parce qu'ils ont travaillé une période politique très, très difficile, ainsi que toutes les équipes éducatives et les équipes de direction. Et voilà, une période très, très difficile. C'était du politique, c'était des événements, mais c'est de la santé mentale aussi, ce qui s'est passé pour restaurer le retour à l'école et la paix. Je pense aussi aux collègues de Mayotte. Cette année, la collègue n'est pas là, qui se sont retrouvés des journées entières avec des enfants qui n'avaient pas d'eau dans leur domicile. Est-ce que c'est de la santé mentale ou pas? Et bien sûr, je pense aux collègues qui travaillent dans les territoires d'outre-mer, où il y a des affiches contre les armes à feu et l'usage des armes à feu, même en collège, voire en primaire. Est-ce que c'est de la santé mentale ou pas? Est-ce qu'on s'occupe de tout ça en pensant que c'est de la santé mentale ou on se dit non, c'est autre chose? C'est une question que je pose ici et que je vous propose d'avoir aussi en arrière-plan tout au fil des conférences. D'autres pourront me dire c'est la vie. Mais la vie, c'est aussi la mort. Et à ce moment-là, j'ai une pensée toute particulière pour notre collègue Pierre-Olivier Vézel, que certains ont eu en tant que formateur, en tant que collègue, qui ont croisé son chemin. C'était un être très, très généreux. Il avait envie, très, très envie de participer et de contribuer à l'organisation de ces JNE. Donc, ayons une pensée pour lui. J'ai une pensée aussi pour Régis Ouvrier-Bonaz. C'était un formateur. Il a écrit des ouvrages essentiels pour la profession qui font le lien justement entre cette traversée de l'âge adolescent et ces questions de l'activité, du sens de l'activité, du sens des activités professionnelles. Il a écrit tout un ouvrage sur Vallon et le lien de Vallon aux questions d'orientation. Donc pensons aussi à Régis Ouvrier-Bonaz qui nous a quittés cet été. On pourra lui rendre hommage sous d'autres formes. Voilà, donc la vie, mais aussi la mort. Ce congrès, il s'inscrit finalement dans une continuité de nos précédents congrès. En 2023, à Dijon, nous avons posé l'émancipation. Est-ce que c'est de la santé mentale ou pas? En 2022, j'ai entendu le mot incertain qui est revenu. Nos collègues de Lille nous avaient préparé des JNE sur le thème de penser l'avenir dans un monde incertain. Vous voyez, on y était déjà. En 2021, alors que nous sortions du Covid, nous avons fait des JNE masqués et nos collègues d'Arles pensaient à toutes les personnes déplacées ou qui se déplacent, qui vivent d'une autre manière, à travers un thème qui était traverser la mer, traverser les frontières, mieux comprendre pour mieux accompagner. On sait que la santé mentale des personnes déplacées, et soyons ouverts à l'idée que nous tous, demain, nous pouvons être des déplacés. Nous pouvons être mis hors de notre territoire parce qu'il y aura une inondation, un incendie, une catastrophe naturelle. Pensons-y. Nos collègues en Nouvelle-Aquitaine ont connu des incendies, les enfants ont connu des incendies à la porte de leur maison. C'est de la santé mentale ou pas? Enfin, à Lannion, nos collègues interrogeaient déjà les usages du numérique en 2018, en se posant la question de comment l'impact du numérique
pouvait à la fois faciliter certaines choses, mais pouvait aussi provoquer, on le voit maintenant et on le mesure de plus en plus, des difficultés. Le harcèlement étant une des zones obscures, on dit harcèlement scolaire, moi j'avoue que je préfère l'expression de harcèlement dans le cadre scolaire ou dans les relations scolaires, parce que ce n'est pas finalement l'école qui harcèle, c'est le cadre que cela pose, et les réseaux sociaux, on le sait, déplacent ce harcèlement, ou en tout cas le créent, le nourrit par l'extérieur. Et je remonte du coup jusqu'à 2017, notre congrès, où l'on posait, suite à la création du corps unique, la question de psychologue un corps adolescent, et où Alain Ehrenberg nous avait fait une conférence que j'ai retrouvée, qui s'appelait « Idéaux d'autonomie, santé mentale et psychologie ». Je vous en parlerai en discours de clôture, parce que quelque part, il disait déjà beaucoup de choses de ce que l'on va échanger aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, si j'arrive à revenir sur mon texte, c'est effectivement de se questionner, nous, en tant que psychologues, dont normalement, la base de notre métier, avant d'étiqueter ou de, comment dire ça, interpréter des signes, notre but, je pense, en tout cas c'est ce que je crois avoir appris et lu, c'était d'accompagner les personnes pour à la fois qu'elles comprennent elles-mêmes la fonction que ces signes, ces comportements avaient, et que nous, on essaye aussi de comprendre la fonction que ces signes et ces comportements ont avant de les étiqueter ou de les interpréter. Donc, gardons ce cap, parce qu'un cap éclairé par un phare, c'est à la fois pour éviter des écueils, mais ne pas se laisser prendre dans les pleins phares de cette lumière qui pourrait nous conduire effectivement à ne pas prendre peut-être le bon chemin. Donc, sur ces mots et ces jeux de mots, qui j'espère vous font un petit peu sourire, je vous souhaite de joyeux travaux, de la beauté, des échanges, des débats aussi, pourquoi pas. Et, et surtout, voilà, le phare est un lieu qui nous interroge sur les écueils, mais aussi qui peut nous éblouir. Et de toute façon, comme je l'ai dit hier soir, mais il n'y a pas le bruit de bouchon sympathique. Santé! Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup à tous. Et donc ce que nous vous proposons avant d'avoir le plaisir d'entendre Monsieur Claude-Olivier Doron, c'est de prendre quelques minutes de pause. Quand vous entendrez la chanson qui a tourné ce matin, c'est qu'il faudra retourner à vos places. Et sur ce, Monsieur Doron, on se retrouve juste après. Merci encore beaucoup à vous tous.